regardez ces images d'un char, alors c'est vous le spécialiste, je sais pas, c'est un T-54 ou je ne sais quoi, qui est coupé en deux littéralement. C'est trop vieux T-54, c'est peut-être moins vieux que T-54. C'est possible. Enfin, voilà. En tout cas, T je ne sais combien, en tout cas il est produit là par les Ukrainiens pour dire regardez, il a été littéralement coupé en deux. Là on a deux, il était tankiste aussi, Guillaume Roquette. Alors, il était blindé. Il était blindé. C'est pas pareil. Alors c'est quoi la distinction entre blindé et tankiste? Il était sur des véhicules à route, il était sur 17. Oui, en fait, un tankiste, c'est un mot un peu familier pour les chars à chenilles, alors qu'il y a deux types de chars. Il y a les chars à chenilles, ce qu'on appelle les chars lourds, les chars légers sur roues, qui servent plutôt pour la reconnaissance. Ce sont ces chars-là que l'armée française a fournis à l'Ukraine. Malheureusement, on ne sait pas très bien comment ça s'est passé, mais sans doute que les Ukrainiens s'en sont servis un peu comme d'une arme de bataille et ils n'étaient pas assez résistants pour ça. Alors là, qu'est-ce qu'on voit très exactement? Parce que les réseaux ukrainiens montrent ça d'abord pour une preuve supplémentaire de ce que les Russes utilisent beaucoup de vieux chars. Oui, ça c'est vrai. Ils fonctionnent sur leur stock. Ils font la guerre avec des stocks et donc ils récupèrent des engins, des vieux engins, de plus en plus vieux avec le temps. Donc l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est un peu différent parce qu'elle est équipée aussi de matériel occidentaux, mais l'armée russe, elle remonte le temps d'une certaine façon dans ses équipements majeurs. Là, alors on voit que la tourelle est toujours là. Il a probablement été touché surtout par quoi qu'il y ait une tourelle qui peut exploser. Il est touché par des mines, probablement. On voit la chenille qui a complètement explosé. Alors, les engins ex-soviétiques, en particularité, les chars, ont la particularité d'être relativement petits, de façon à être une cible moins importante, mais c'est extrêmement inconfortable à l'intérieur. Il ne faut pas faire plus d'1m65 pour être tankiste russe. Sinon, on le vit très mal. Et l'ergonomie est très mauvaise, qui fait que, par exemple... Il faut pas, j'ai mal compris, il faut avoir moins d'1m75 65. 65. Ah oui, il faut être, petit. Oui. Sinon, c'est invivable à l'intérieur. Ah oui, donc il y a vraiment une sélection par la taille. Oui, bien sûr. C'est le contraire des gardes suisses, des gardes pontificales, où je crois 1m72. Regardez les tankistes russes, ils sont petits. Et autre particularité des chars, c'est que, par exemple, les obus sont sous la tourelle. Et si vous avez un engin qui va percer la tourelle et qui va taper les obus, ça fait exploser complètement le char. Ça fait, on appelle ça un effet bouchon de champagne, et ça fait complètement exploser la tourelle et forcément les gens qui sont avec. Regardez les chiffres, parce que c'est un engin extrêmement dangereux. Toutes ces images sont à voir comme des preuves de guerre de part et d'autre, mais aussi sur l'ampleur de l'effort militaire colossal. C'est une très grande guerre. On va parler tout à l'heure des pertes humaines, 1 million de blessés et de morts. Il s'agit de 1800 véhicules blindés russes qui ont été détruits depuis octobre 2023. Et ce serait, là, dans la région de Pokrovsk, depuis octobre 2023, c'est plus que les pertes de blindés de toute l'armée allemande lors de la bataille de Stalingrad en 1942. Oui, parce que alors les effectifs de la bataille de Stalingrad ou de la bataille de Koursk, par exemple, dans une seule bataille, vous avez les effectifs de toute l'armée russe et de toute l'armée ukrainienne actuelle qui sont réunis. En revanche, les armées de l'époque étaient beaucoup moins mécanisées, beaucoup moins de matériel lourd que les armées actuelles. Vous avez l'armée russe, au début de la guerre, c'était l'armée qui, si vous faites le rapport, le nombre de tonnes d'acier qu'il y avait dans cette armée, dans tous les engins, le nombre d'individus, de kilos de chair qu'il y avait à l'intérieur, vous avez un rapport qui est absolument considérable. C'était l'armée la plus mécanisée, la plus blindée du monde, l'armée russe. Essentiellement parce qu'encore une fois, elle avait conservé tous ces équipements de l'immense armée rouge, quoi. Et puis avec le temps, tout ça, ça a fondu. 1800, alors c'est tout type de véhicules blindés, 1800, mais vous avez par exemple, j'ai noté ça, au moins 600 chars de bataille, comme cela, des chars lourds, avec gros canons, qui ont été perdus. Je rappelle que la France, on en a 200, des chars de bataille. Mais comment se terminent les batailles de Stalingrad et de Koursk ? C'est que, bien qu'essuyant 5 fois plus de pertes matérielles et humaines dans des proportions similaires, ils l'emportent. Et ils ont ça en mémoire, ils la connaissent très très bien, cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que du côté ukrainien, moi, ce qui me frappe, c'est que tous les soirs, Volodymyr Zelensky fait une vidéo dans laquelle il dit « nous allons gagner cette guerre ». Il y a une part de méthode couée, mais il y a autre chose, à mon sens, qui est en train de se jouer. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler de Donald Trump. Mais je vous mets au défi de me présenter
ne serait-ce que l'esquisse d'un plan Trump. Et ne me parlez pas de Grenell ou de Kellogg ou de J.D. Vance. Trump, il veut quoi? Il est où son plan? On va voir ça tout à l'heure. Et Zelensky, il l'a bien compris, ça. C'est-à-dire que Trump, il a parlé dans Time Magazine, ça m'a marqué. Et donc, j'ai lu la partie vraiment très attentivement sur ce qu'il dit sur l'Ukraine. Alors, il dit, certes, oui, c'est une bêtise de laisser des attaques MS taper loin en Russie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le plan, ça n'est pas d'abandonner l'Ukraine. Et je peux vous dire, les Ukrainiens, ils ont été très attentifs à cette phrase. Donc, il y a une petite part de méthode couée chez Zelensky, mais il y a aussi cette idée que le grand arbitre, on n'a aucune idée de ce qu'il va faire ou décider. Donc, en attendant, on cartonne les Russes autant que faire se peut. Et Pokrovsk... Là, les surprises, hein. Vous mentionnez Zelensky qui n'abandonne jamais. Rappelez-vous l'attaque sur le pont de Kerch en 2022. Ouais. En 2023, Koursk. En 2023, pardon, le drone sur Moscou. Oui. 2024, Koursk. À chaque fois, Zelensky a montré que c'est un art de la guerre, surprendre. Et il y a des surprises, il est capable de se réinventer, de réinventer les cibles et les idées, même après des échecs. On se souvient de l'échec du soi-disant contre-offensif qu'on n'a jamais vraiment vu venir. Et puis la surprise de Koursk, que tout le monde, qui a personne tout le monde a un peu à dépourvu. Et c'est vrai que cette surprise, et je rejoins Gallagher, Trump, on sait très peu de ce que lui, il veut. Et on a vu le plan Kellogg, on a vu J.D. Vance et ainsi de suite. Mais il n'a pas beaucoup parlé. Je pense que Zelensky, qui est clairement un bon stratège, réfléchit là-dessus et veut aussi surprendre, parce que je pense que Trump ne décide pas forcément en avance. Il décidera le jour où il aura besoin de prendre une décision. Être un peu indiscipliné, hein. C'est aussi la stratégie de Netanyahou à l'égard de son puissant parrain américain. Ils ne sont pas toujours conformes à la ligne. Si par exemple, comment s'appelle-t-il ce qui s'est passé dans le sabotage du grand pipeline Si Nord Stream, effectivement, c'est des Ukrainiens qui l'ont fait, comme le Spiegel l'a encore redit récemment, c'est une de ces moyens parmi d'autres qui montrent que les Ukrainiens, enfin, ils savent bousculer leurs propres alliés quand il le faut. Et c'est quelque chose que, à mon avis, Trump peut aussi apprécier, parce que Trump, c'est un grand faiseur de chaos. Et donc, il peut aussi comprendre quelqu'un qui ne respecte pas les codes, qui bousculent tout. Et en ce qui concerne le plan Trump, je suis entièrement d'accord avec Gallagher, personne ne sait ce que c'est que le plan Trump. Je pense que Trump lui-même ne sait pas ce que c'est que le plan Trump. Mais il y a une chose que Trump voit aujourd'hui, il voit que Poutine est de plus en plus affaibli. Il voit ce qui s'est passé en Syrie, je pense, est absolument énorme, pas seulement pour le Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi pour l'image de Poutine aux yeux de Trump. Et on verra tout à l'heure, Trump est à la fois très insultant, il faut dire la chose, très insultant contre les Ukrainiens et très insultant contre les Russes. Et il arrose généreusement. Mais Trump insulte tout le monde. C'est ce que j'allais dire, il insulte tout le monde. Au niveau national, il insulte dans son camp et dans l'autre camp, il insulte tout le monde. C'est son modus operandi depuis toujours. Mais lui est le plus fort à la fin. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est ce qui lui permet de redevenir président des États-Unis. Donc c'est peut-être une méthode qui a fait ses preuves. Et pour l'instant, regardez cet autre effort de guerre de la part des Ukrainiens. Image extrêmement impressionnante. On est dans la région de Koursk, de nouveau, pas loin de Koursk en tout cas. C'est une raffinerie très importante à Orel. Et des drones ukrainiens ont mené une attaque, une sorte attaque en escadrille, contre cette installation russe d'Orel, source cruciale d'approvisionnement en carburant pour les troupes russes. Donc ça n'est pas seulement pour faire un coup de plus, hein. C'est, regardez, la destruction, visiblement, je ne sais pas ce qui brûle là très exactement. C'est du carburant destiné aux chars, par exemple, russes. Oui, probablement, oui. Oui, c'est je sais pas, mais c'est ce qu'on appelle des frappes d'interdiction, c'est-à-dire des frappes qui sont sur l'arrière, en deuxième échelon du front, et où on tape sur tout ce qui fait fonctionner justement le premier échelon, donc le carburant, toute la logistique, les axes principaux, des dépôts. Et il y a eu toute une série de frappes sur des dépôts, notamment des dépôts de munitions, des dépôts d'obus qui ont eu pas mal d'effets. Donc c'est tout ce qui sert à freiner un peu la machine de guerre russe. Mais ce qui m'étonne toujours, c'est que ce ne soit toujours aussi peu protégé.
par les Russes. Alors peut-être que là aussi, il y a tellement de cibles à protéger qu'ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Mais ça, oui, on se souvient aussi des images dans la région de Rostov aussi, où ils ont frappé un certain nombre de dépôts. Tout ça, ça fait du mal, oui, forcément. Et cela étant, il ne faut pas mésestimer le fait que les Russes, notamment dans la région de Pokrovsk, qu'on a vu tout à l'heure, gagnent du terrain, un terrain relatif, mais gagnent un certain nombre d'avancées. Écoutez très exactement ce que dit Thomas Misraki, notre envoyé spécial, on le rejoint à Kiev. Si ce ne sont pas les prémices d'un effondrement du front Est, ça commence à y ressembler. Les Russes ont annoncé ce dimanche avoir pris le contrôle de 2 nouvelles localités, dont l'une au sud de la ville de Kourakove, une ville dont ils contrôlent désormais les quartiers Est et les quartiers Sud. Des images montrent même des soldats de Moscou hisser le drapeau russe sur l'un des bâtiments administratifs de la ville. Une vidéo que nous n'avons pas pu identifier de manière indépendante. Selon les experts militaires, eh bien, cette ville pourrait servir de tête de pont pour une large offensive sur une autre ville, celle de Pokrovsk, capitale pour les Ukrainiens, puisque c'est le centre de l'arc défensif ukrainien sur l'ensemble du front Est. Les Russes sont à proximité, à 3,5 km au sud, à 8 km à l'Est. Les Ukrainiens ont pris la mesure du danger. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes s'est rendu sur place il y a quelques jours. Il parle de combats féroces dans le secteur et a eu ces mots énigmatiques qu'il va falloir trouver des solutions non conventionnelles pour organiser notre défense et détruire l'envahisseur, un envahisseur qui continue de progresser plus au nord, à Chassivyar notamment, où il contrôle quasiment la totalité de la ville. Les Russes qui se trouvent aussi désormais à environ 1 km de la ville de Kupiansk. Voilà. S'il fallait résumer, Samantha, où est-ce qu'on en est ? On en est où Pokrovsk n'est toujours pas tombé. Pokrovsk, on a rappelé en début d'émission, où les Russes ont perdu plus de chars qu'à Stalingrad. Je rappelle que Pokrovsk, avant la guerre, c'était une ville de 70 000, 75 000 habitants. Stalingrad, en 1942, c'était une ville de 450 000 habitants. Donc, c'est pas 10 fois plus, mais je fais le calcul vite, c'est à peu près 6 fois plus, allez. Donc, voilà où on en est. On en est où, oui, certes, les Russes gagnent du terrain, mais à quelle lenteur Pokrovsk, on en parle depuis avant l'été sur ce plateau. C'est quand même... Et ça grignote, mais ça grignote très très lentement.